salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et si je vous sens mal poli et que je n'arrête pas de tourner la tête, c'est parce que juste ici, j'ai un petit bébé qui râle beaucoup. Qui râle beaucoup si on ne le regarde pas et qu'on ne lui fait pas un câlin. Donc il est possible que dans votre champ de vision vous ayez des petites pattes, une petite queue, je suis désolée mais voilà, elle est un petit peu agitée. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un point lecture et je vais essayer de passer rapidement sur tout ce qui va concerner un auteur spécifique et plutôt un mangaka spécifique qui est Shuzo Oshimi. Je pense vous en avoir parlé dans les peut-être 3 derniers points lecture, donc je pense que ce n'est pas nécessaire de m'étendre. Encore une fois, je le répète, c'est la énième fois que je le dis, peut-être qu'elle sera en ligne d'ici là cette vidéo, mais ça m'étonnerait. Je vais vous tourner une vidéo dédiée, c'est-à-dire vraiment consacrer un temps plus important à la présentation de chacune des œuvres de Shuzo Oshimi, mais aujourd'hui il faut que je vous parle de Dans l'intimité d'Alice, Dans l'intimité de Marie, dont j'ai lu les 3 premiers tomes, et Welcome Back Alice, dont j'ai lu les 5 premiers tomes. Donc je commence par Welcome Back Alice, dont seulement 5 tomes sont sortis pour l'instant en France. Il me semble qu'en novembre nous aurons le 6 et qu'en janvier nous aurons le 7 si je ne me trompe pas. J'espère ne pas faire d'erreur, je me corrigerai ici si toutefois je me trompe. Dans cette histoire donc, alors c'est une histoire d'amour assez dérangeante, je ne vois pas quel autre terme employer. Puisque il va y avoir beaucoup de jeux de manipulation, il va y avoir beaucoup de questions sur l'identité aussi des personnages, c'est assez particulier. On va suivre Yohei qui est un jeune collégien au moment où on le découvre, qui est ami avec Kei, un adolescent beaucoup plus extraverti et populaire que lui. Et une jeune fille, alors la jeune fille, son nom c'est Yui, donc Yohei est amoureux de Yui qui est amoureuse de Kei évidemment, donc les choses ne vont pas bien se passer. Elles vont tellement mal se passer que, alors même si ce n'est pas la raison principale, Kei va déménager et ce jusqu'à la fin du collège. C'est de retour au lycée que les protagonistes vont une nouvelle fois être dans la même classe et c'est majoritairement la trame que nous suivons dans Welcome Back Alice. La particularité de ce moment charnière un petit peu de l'entrée au lycée, c'est le fait que Kei a décidé, alors il n'a pas décidé de changer de sexe parce que ce n'est pas une question de transition, c'est bien plus qu'il ne se reconnaît pas dans les injonctions sexuelles autour de la masculinité et qu'il ne se reconnaît pas plus largement dans la définition de la masculinité et que donc voilà, il choisit notamment de porter l'uniforme féminin, garder ses cheveux longs, etc., mais il ne se désigne pas il ne se désigne pas toujours comme une fille. C'est assez difficile de voir où est-ce que Kei va se placer parce qu'il y a aussi beaucoup de manipulation, beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux d'influence, beaucoup de stratégies aussi pour mettre les autres personnages mal à l'aise. Donc c'est assez confus, je dirais, et particulier. Mais l'une des interrogations, c'est bien cette interrogation de à l'adolescence, cette envie de rompre avec l'idée d'une catégorie, une catégorisation stricte plutôt en matière de genre, même si ce n'est pas la thématique de ce manga et j'insiste là-dessus. On va donc suivre l'évolution de ces 3 protagonistes qui vont être dans un espèce de triangle amoureux toxique et pervers qui va beaucoup reposer sur la découverte de la sexualité de Yuei par et avec Kei sur bien des aspects, mais aussi avec Yui sur d'autres, voilà. Donc c'est assez compliqué, mais en même temps c'est un ouvrage qui je trouve parle très très bien, parle de façon très honnête. Le mangaka d'ailleurs use et s'appuie beaucoup sur ses expériences propres, on le sent. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas non plus de perversité dans ce manga, tout du moins pas dans le sens traditionnel et commun. Ce n'est pas dans le sens de l'explicite pour de l'explicite, pas du tout. Il y a des choses qui sont perverses dans l'attitude des personnages en revanche. Et c'est vraiment très bien fait, j'ai beaucoup apprécié les 5 premiers tomes. Dans l'intimité de Marie, alors là pour le coup on retrouve ce célèbre, je dirais, scénario alors qu'on retrouve beaucoup dans les mangas mais qui existait aussi beaucoup dans les films jeunesse des années 2000, cette idée de changer de corps avec quelqu'un. Donc nous on suit Isao Kamori qui est un homme qui a plus de la vingtaine, qui va se prendre de passion pour une adolescente, qu'il va un petit peu suivre, observer, etc. Bon, c'est le fameux phénomène du stalking au Japon. Et un jour va se passer quelque chose, un phénomène assez mystérieux
et déroutant, qui va faire que donc Isao va se réveiller le lendemain matin dans le corps de Marie, et ça va être compliqué parce que si jusque-là il l'a stalké et qu'il l'a considéré de façon indirecte comme un objet, il l'a sacralisé aussi beaucoup, donc il ne va pas oser se regarder dans le miroir, notamment au départ il va être assez anxieux à l'idée de ses interactions sociales avec d'autres lycéens. Et très rapidement, son secret va être découvert. Je vous spoil pas, c'est dans les 2-3 premiers tomes, peut-être le deuxième. Et ce secret, finalement, il est bien content de le partager parce qu'il n'a pas les codes sociaux nécessaires pour ne pas altérer la popularité et l'image que Marie peut avoir auprès des autres. Bon, il y a beaucoup d'enjeux différents, je ne vous donne pas tous les détails. Finalement, Marie, on ne sait pas trop où elle est pour l'instant, même si on a de gros doutes. Ce qu'on sait, c'est que peut-être qu'elle s'accommode bien de ce changement. Voilà. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. La saga, elle est en 9 tomes, je crois, si je ne me trompe pas. Il faut que je me procure la suite et que je la lise, bien évidemment, parce que j'ai adoré ce manga, et j'ai adoré les deux, hein, d'ailleurs. C'est complètement différent des Liens du sang. Je trouve que Welcome Back Alice a des résonances un petit peu avec les Fleurs du Mal, même si il s'en émancipe aussi quelque peu. Et même chose pour Dans l'intimité de Marie, il faudrait regarder chronologiquement lequel a été publié en premier. Je vous avoue que je n'ai pas fait de recherche puisque je conserve ce temps de recherche pour ma vidéo dédiée à Shuzo Oshimi. Je vous expliciterai tout, je pense, de façon chronologique d'ailleurs dans cette vidéo là. Un autre manga que j'adore, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, alors je ne sais pas pourquoi je vous en parle seulement maintenant au point lecture, c'est vrai que c'est absurde parce que bon, Bonnie Poon Poon, je les ai lus maintenant depuis un petit moment, et c'est un manga de Ino Asano. Pour Ino Asano, je vous en parlerai également. Je pense que je ferai aussi une vidéo dédiée parce que son travail est stupéfiant. Tant sur le pan de l'expression graphique, qui y a vraiment des singularités qui sont saisissantes et frappantes, que par ces récits qui vraiment abordent des thématiques qui sont compliquées, qui sont profondes, qui sont anxiogènes. On parle notamment du sens de la vie, des violences conjugales, des troubles de l'érection chez les garçons à l'adolescence, de la difficulté de se faire une place, de la perte du premier amour, bref, tout un tas de thématiques qui sont abordées avec gravité, avec sens et avec intensité dans tous les aspects de la vie de Poon Poon, qui est donc représenté par ce petit oiseau qui est ici, voilà, et qui fait partie donc de la famille Poon Poon. Donc il y a maman Poon Poon, papa Poon Poon, bref, voilà. Ses parents vont donc se séparer assez tôt dans le récit, ça va aussi troubler son existence. On a vraiment toutes les thématiques clés et traumatisantes aussi, voilà, qui vont être abordées et qui sont courantes, je dirais, à l'adolescence. Et ensuite, on va voir l'évolution de Poon Poon plus tard dans sa vie. C'est vraiment un manga incroyable que je vous recommande vivement de découvrir. Je me suis arrêtée pour l'instant au tome 9, il y en a 13 en tout. Je viens de me procurer la suite, donc je vais les lire très prochainement, peut-être cet après-midi, je verrai. Pour terminer avec les graphiques, L'arnaque des nouveaux pères de Stéphane Jourdain, Guillaume Dodin et Antoine Grimet, enquête sur une révolution manquée, publiée chez les éditions Glénat, et c'est notamment par les auteurs de Les Contraceptés, que je ne connais pas et que je n'ai pas lu. Ça a abordé une thématique un petit peu semblable, donc engagée, et qui parle de la posture de l'homme dans la relation hétéronormée, et quelles perspectives on peut en avoir, bref, une critique un petit peu de des normalisations qu'il y a autour de la position de l'homme dans la relation hétérosexuelle. Bon, ici, tout est dans le titre, ce qui est dénoncé, c'est la commercialisation, la médiatisation et la volonté des pères de se faire valoir comme de très bons pères, par le biais des réseaux sociaux, je sais pas, d'interviews qui peuvent être faites à la télé, etc., etc. Cette réalité, elle est confrontée à la réalité des chiffres qui sont donc basés sur des observations, sur des statistiques, etc., etc. Et on va avoir tout un tas de thématiques qui vont être donc confrontées au sein de cet ouvrage. Par exemple, de quelle façon sont vécues les vacances par le père, par la mère, de quelle charge mentale ça peut représenter, etc., etc. Et vous avez plein de thématiques comme ça qui vont être abordées. Plein. Donc le congé paternité et son rallongement par exemple, l'apprentissage, le fait que le père se place très souvent dans le rôle, je dirais, de celui qui distrait plus que dans celui qui s'occupe véritablement. En tout cas, c'est ce qui est
dit par le roman graphique. Et c'était sympathique. Après, c'est très basé sur l'instruction, bien plus que sur le divertissement. Donc si la thématique vous intéresse à des fins, je dirais, d'apprentissage, pourquoi pas vous tourner vers ce titre. Si c'est uniquement à des fins de divertissement, ce ne sera pas l'ouvrage que je vous encouragerai à découvrir, parce que simplement il n'est pas distrayant à proprement parler. Non pas qu'il faille nécessairement opérer une contradiction entre apprendre et se divertir, mais en l'occurrence on est vraiment dans la démonstration. C'était sympathique, en tout cas j'ai passé un bon moment. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas beaucoup plus à dire. Je pense que vous avez compris les thématiques globales qu'on va retrouver dans ce texte. Ensuite, je passe au roman avec donc le premier, La mystérieuse affaire de Stills d'Agatha Christie, qui était le roman de voiture pendant très très longtemps. Il nous restait une 40aine de pages qu'on ne lisait jamais puisqu'on a enchaîné pas mal de lectures, mais pas cette histoire-ci. Donc nous sommes enfin arrivés au bout de La mystérieuse affaire de Stills, qui était notre rencontre avec Hercule Poirot, et c'était très sympa. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé découvrir cet univers. On avait déjà lu Ils étaient 10 d'Agatha Christie, qui était ma découverte d'Agatha Christie, et c'est vrai que jusque là, je le dis toujours, hein, j'ai beaucoup de mal avec les romans d'enquête, polar, etc., etc. C'est pas vraiment ça en fait, Hercule Poirot. Il y a vraiment la dimension Sherlock Holmes. Je trouve qu'on est beaucoup plus dans des récits hommages au travail de Conan Doyle ou d'Edgar Allan Poe par exemple, avec ses nouvelles extraordinaires, dans que je dirais dans ce qui annonce ce qu'est le polar et le thriller aujourd'hui. Donc il y a un véritable jeu d'échecs entre les protagonistes. Vous sentez qu'il y a des enjeux qu'on ne comprend pas forcément, qu'il y a des relations qu'on ne cerne pas tout à fait non plus. Bref, c'est beaucoup de choses qui sont suggérées, qui sont disséminées par-ci, par-là dans l'œuvre, et finalement qui composent un espèce de puzzle, une toile de fond que le lecteur ne parvient pas à saisir tout de suite, et qui fait qu'il y a des strates, je dirais, des étapes de compréhension dans la lecture qui demandent un petit peu de temps, et arrive donc le dénouement final, la révélation, et là vous vous dites bon d'accord, et tout est cohérent. Ça c'est très, enfin évidemment c'est nécessaire, mais c'est aussi très agréable parce qu'il y a un sentiment de satisfaction qui naît de ce fait de la lecture. Pour tout ça, c'était vachement cool, même si encore une fois, voilà, je ne conserve pas les livres d'Agatha Christie. J'aime bien faire la lecture une fois, mais je dirais que ça repose quand même beaucoup sur le sentiment de chute qu'on a lorsqu'on découvre les véritables éléments des intrigues. Je poursuis avec un roman qui m'a grandement surprise la dernière fois qu'on s'est aimé, de Marie Boulic, publié chez X-Prime, chez Sarbacane dans la collection X-Prime. Oh, quelle claque ce roman. Alors déjà sa forme, donc on est en vers, alors il y a plusieurs choses. Majoritairement on est, je dirais, en prose, enfin on est vraiment sur un ouvrage qui veut retrouver une structure, je dirais, un petit peu poétique mais déstructurée. Et d'ailleurs c'est déstructuré à l'image de nos protagonistes, puisque nous avons Charlie et Raphaël qui ont vécu une histoire d'amour qui s'est finie de façon quelque peu tragique sans qu'on sache véritablement pourquoi. C'est vraiment le nœud de l'ouvrage, donc je ne vais pas vous dévoiler plus en avant ce qui peut se passer. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que l'ouvrage se déroule, il est quand même assez long, hein. Il se déroule sur un trajet en bus, et ce trajet en bus, il va avoir une portée, une signification et un impact dans la vie des personnages qui va être dévastateur nécessairement, et qui va entraîner bon nombre de réflexions, puisque tous les deux vont se revoir, s'interroger, et on va être dans la tête de chacun, on va sentir l'intensité, la force de cette séparation qui a été d'une difficulté certaine pour les deux. On ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas non plus ce qui les condamne à ne pas être ensemble. Et tout ça c'est très joli, c'est très poétique, c'est très beau. On n'est pas du tout dans une romance consensuelle, là, pas du tout. La question c'est, est-ce qu'on peut se donner une seconde chance après avoir vécu quelque chose de traumatique avec quelqu'un? Est-ce qu'il ne vaut pas finalement mieux mettre tout ça sous le tapis, ou l'enterrer bien profond sous terre, afin de l'oublier et de passer à autre chose? Et c'est la question qui sous-tend vraiment la décision de nos protagonistes, même si on sent qu'ils sont dévorés par une passion qui ne s'est jamais tarie. On voit aussi que les enjeux sont complexes, parce qu'ils ont tous les deux véritablement souffert de la situation, et qu'ils ont eu tous les deux beaucoup de mal à s'en remettre. C'est très joli. Alors c'est pour moi c'était complètement inattendu, parce que lorsque j'avais lu le scénario, je me disais une énième romance, je suis fatiguée, j'en ai marre. Et j'ai fait confiance à Sarbacane et à la collection X-Prime, et très souvent j'ai raison de le faire,
Donc, ça fait très certainement partie de mes romans X-Prime favoris. Alors après, petit bémol sur la fin, il y a quelque chose qui me plaît pas beaucoup à la fin, un élément qui n'était pas indispensable et qui veut encore une fois cocher la case du consensuel absolument, du consensuel et des impératifs, je dirais, éditoriaux actuels, et j'ai trouvé ça vraiment dommage, surtout qu'on était dans un roman de l'intensité, de la force, de la puissance, à la manière, je dirais, de ce que peut faire Elodie Chan ou Joanne Richoux, et alors bien que différemment, parce qu'encore une fois, voilà, j'ai un amour pour la langue de Joanne Richoux qui n'est pas égalé par ce titre, ni par ce que j'ai pu lire d'Elodie Chan, même si j'ai adoré. Si je dois absolument poser des comparaisons, ces comparaisons je les fais parce que les thématiques sont semblables et que je peux tout à fait entendre que la langue donc de Marie Boulik ici, d'Elodie Chan, puisse vous heurter, vous prendre, vous saisir et vous procurer véritablement quelque chose. En tout cas avec moi ça a marché, ça a été une rencontre assez bouleversante et je suis très contente d'avoir lu ce livre, même si encore une fois il y a ce bémol de fin d'ouvrage qui fait que ce n'est pas un coup de cœur. Pourtant c'est infime, hein, mais même cet infime m'a mise mal à l'aise, il m'a fait remettre en perspective la totalité de ce que j'avais lu et de l'intensité des émotions et des sentiments qui pouvaient animer les personnages, et j'ai trouvé ça tellement dommage, parce qu'on était vraiment dans la passion, l'effervescence, le bordel qu'il peut y avoir dans la tête d'un ado amoureux, et ça m'a fait, voilà, c'était une espèce de réminiscence de moi à 15 ans, et de fait d'avoir cette fin, je me disais mais oh, c'est pas du tout ça quoi. Après voilà, c'est comme ça, hein, on peut pas toujours être satisfait de tout. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite à découvrir ce titre si vous souhaitez un roman adolescent qui est puissant, qui est joliment écrit, qui est porteur de sens, de poésie. Je voulais vous parler de L'année de grâce de Kim Liggett, publié chez Casterman. Alors franchement, je me demande s'il n'y a pas un problème avec la publication de l'ouvrage, parce que je vous montre un petit peu ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez la couverture gondole ici. Donc c'est l'édition Reliée, c'est ce qui vient de sortir, le collector, et je trouve que c'est super dommage parce que du coup il y avait déjà une version non reliée qui était tout à fait convenable, et que la version reliée en revanche elle gondole un petit peu, comme si la colle je sais pas, avait été mise en trop grande quantité, ou tout du moins que la couverture avait été mal collée. Bref, qu'importe, l'aspect esthétique. Donc je suis retournée un petit peu à ce texte, qui est un texte qui faisait partie de mes coups de cœur de l'année 2019 peut-être. On parle de l'année de grâce, qui est donc une année d'exil au fond des bois, dans une espèce de structure austère, dans laquelle des filles d'à peu près 16 ans se retrouvent afin de passer le cap, je dirais, de cet âge auxquelles elles sont le plus attrayantes visiblement pour les hommes, donc c'est elles qui sont condamnées à fuir. Et voilà, elles ont une année, et durant cette année, tout ce qu'on sait c'est que certaines ne survivent pas, donc on s'interroge, est-ce qu'il y a un aspect fantastique, pas d'aspect fantastique, etc. etc. Ce qui est très sympa, c'est que donc ça dénonce les travers du patriarcat, mais ça ne se limite pas à dire oui, les hommes se comportent mal avec les femmes. Au contraire, il y a notamment une dénonciation dès les premières pages, puisque je me les suis un petit peu remémorées lorsque j'ai feuilleté le titre. Je l'ai pas relu, hein, j'ai vraiment refeuilleté des moments, je dirais un petit peu clés. Et quelque chose ne m'avait pas suffisamment frappé à l'époque et m'a frappé ici. C'est donc ce début d'ouvrage qui, encore une fois, donc prend le parti de dénoncer des choses à travers du patriarcat d'une façon assez intéressante. C'est cette posture que vont endosser les femmes plus âgées envers les jeunes filles qui donc auraient toutes les caractéristiques et toutes les qualités physiques pour séduire un homme. Voilà, donc cette espèce de compétition entre les femmes qui était dénoncée, et j'ai trouvé ça très fait de façon subtile, parce qu'il n'y a pas de franche... De toute façon dans cet ouvrage il n'y a pas de franche critique, tout est sous-entendu, mais comme c'est fait de façon intelligente, forcément vous savez de quoi on parle, et ça reste un ouvrage adolescent, donc les choses sont quand même assez transparentes. Je trouvais que ce début donc était marqué par un propos qui était intéressant, qui n'était pas immédiatement celui de l'objectification des femmes, même si ça vient tout de suite après, puisque donc ces filles sont obligées de fuir pour ne pas être comment on pourrait dire, le lieu de cristallisation du désir masculin en gros. Et dans cette fuite, elles prennent des risques évidemment, elles se retrouvent donc encore une fois dans un lieu qui ne leur est pas forcément, qui ne leur est pas familier d'une part, mais qui peut même leur être hostile, et elles sont très souvent entre elles fort peu aimables.
Voilà, à minima. Donc il y a tout cet aspect-là. Ensuite, voilà, il y a aussi des messages très forts qui sont en lien avec cette espèce de rivalité qui va exister entre les femmes. Et la fin du roman. Donc là, j'ai surtout repris la fin parce que c'était déjà ce qui m'avait posé problème un petit peu. Je l'avais quand même rangé en coup de cœur parce que je l'avais trouvé vraiment très qualitatif. Mais la relecture de cette fin, elle m'a un petit peu dérangée parce que c'est inattendu comme fin. Je trouve que pour un message, alors c'était pas nécessaire déjà d'une part, mais pour un ouvrage aussi engagé, je trouve que vraiment l'aspect romance va vraiment venir casser quelque chose. Et casser quelque chose d'important. Parce que construire un message aussi engagé, aussi politique dans un texte adolescent, je trouve que c'est une prouesse, parce que c'est fait avec, encore une fois, beaucoup de justesse, mais c'est fait très 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 intelligemment et dans un langage simple, alors que ça reste suggéré. Donc pour moi, l'autrice avait coché, je dirais, toutes les cases d'un roman particulièrement pertinent, important et nécessaire même. Et cette fin, voilà, j'arrive pas à la comprendre, donc c'est un petit peu un bémol et un point d'interrogation pour moi. Alors, bien évidemment, je ne pense pas que le message qu'il faille véhiculer, c'est celui de l'absence de relation avec un homme quand on est une femme, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que c'est surprenant, c'est la façon dont c'est fait, parce que cette héroïne, jusque là, on la voit comme autonome, comme débrouillarde, intelligente, indépendante, etc., etc., et en fait, son premier contact et rapport avec l'autre masculin, c'est un rapport de dépendance, et forcément, on a envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de ça à ça, il s'est passé, enfin, non. Voilà, donc c'est assez surprenant dans cette mesure-là, ça reste un bon ouvrage adolescent que je trouve très bien, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, quoi. Je vais pas... voilà, enfin c'est un bémol en tout cas que je n'avais pas relevé à ce point-là à ma première lecture, et là je me suis dit, bon, c'est quand même pas... C'est pas le choix que j'aurais fait en tout cas. Et je termine avec donc un dernier ouvrage, Les souffrances du jeune Werther de Goethe, et là aussi je vais passer extrêmement vite, pardon. Encore mon marque-page au niveau du dossier puisque je suis en train de travailler dessus. Alors le texte est extrêmement bref puisque vous avez une introduction qui je pense d'ailleurs est nécessaire à lire, sympathique et nécessaire à lire. La totalité du texte est là et ici vous avez un dossier. Bon, je travaille un petit peu dessus pour la construction de ma vidéo sur le romantisme, même si je ne vais pas vous mentir, les choses sont un petit peu au point mort parce que mon degré de capacité de travail actuel est réduit à néant et que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc malheureusement je me contente d'un contenu, je dirais, plus traditionnel et moins exigeant d'un point de vue de la production en amont. Bref, je compte tout de même vous faire une vidéo sur ce titre. Je souhaite toutefois vous donner mon avis de façon plus succincte ici. Les souffrances du jeune Werther, c'est donc un ouvrage de Goethe. Je dirais que c'est l'un des ouvrages les plus connus de Goethe, certainement sur le podium avec Faust, je pense. Et clairement, il mérite cette notoriété-là. C'est un ouvrage romantique, tout ce qu'il y a de plus classique, tout du moins avec un protagoniste romantique, tout ce qu'il y a de plus classique. On a des grandes descriptions de la nature, des grands moments d'épanchement sur les sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. On a cette espèce de descente aux enfers liée au fait que le protagoniste ne parvient pas à réguler ses émotions. On a cette espèce d'aigreur, je dirais, de la confrontation entre le réel et l'univers qu'on imagine. Bref, vraiment, ça prend tous les codes du romantisme, et de toute façon, c'est une des pierres fondatrices du mouvement du romantisme en Europe. Et c'est très bien, voilà, c'est très bien, c'est précurseur, du coup, en ce sens, puisque ça fonde véritablement un courant littéraire. Mais si vous aimez le personnage d'Emma Bovary, par exemple, qui a un personnage éminemment romantique, mais que ce que vous n'aimez pas chez Flaubert, c'est sa façon, je dirais, un petit peu critique de traiter cette posture romantique, mais foncez, enfin, pour le coup, Goethe, il n'a pas du tout de jugement sur son personnage, pas du tout, il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas de jugement de valeur, bien au contraire, on est à côté de lui, on lit ses lettres, et c'est un roman épistolaire, on sent sa frustration, on sent petit à petit aussi qu'il développe certaines formes de névrose aussi, d'addiction, qui vont le mener à sa perte et malheureusement à commettre l'irréparable. Bref, il est génial, il y a cette dimension aussi d'amour impossible qui est nécessaire, je trouve, à tout roman romantique au sens littéraire. Voilà.
Enfin, c'était très très bien. Et la langue de Goethe, c'est très beau. Enfin, j'avais commencé à annoter et puis j'ai dû un petit peu me réfréner parce que j'annotais beaucoup trop de choses. Voilà. Donc j'ai dû un petit peu réfréner mes ardeurs et me limiter voilà, aux passages qui m'étaient nécessaires pour l'explicitation de certaines choses. Et pourquoi pas voilà, au moment un petit peu romantique pour vous en faire la lecture durant la vidéo dédiée, donc dédiée au mouvement romantique et non pas aux souffrances. Les souffrances vont faire partie de cette vidéo bien évidemment, mais ce ne sera pas le thème central. En tout cas, pas dans le projet que j'en ai pour l'instant. Bref, je vous recommande aussi de lire cet ouvrage-là qui se lit extrêmement vite et qui est, je trouve, assez facile d'accès curieusement pour un classique aussi classique et surtout pour un auteur aussi impressionnant que Goethe. Vraiment, je vous invite à faire la découverte des souffrances du jeune Werther parce que je suis convaincue que ça peut vous plaire même si vous êtes un petit peu allergique au romantisme. Je crois que je vous ai tout présenté pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, et je vous dis toujours la même chose, mais si vous avez lu certains de ces titres, vous n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire parce que je suis toujours contente de vous lire. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.